Donc je propose de passer, puisque tu avais le micro, bah écoute, tu vas le garder, sur les parcours en chirurgie bariatrique. À toi, Marc. Bien, bonjour, merci Laurent, merci de cette invitation. On va parler effectivement de parcours autour de la chirurgie bariatrique, donc ça concerne le patient obèse. Il y aura peut-être des questions après sur le patient obèse hors chirurgie bariatrique, on pourra y répondre. Je vais essayer de d'envisager très rapidement cinq questions. D'abord, quel est le parcours aujourd'hui en 2022 chez le patient, pour le patient opéré de chirurgie bariatrique? Vous savez qu'il y a à peu près 50 000 actes par an. Alors évidemment, ça a baissé un peu en 2020-2021, hein, parce que ces patients ont été un peu des victimes collatérales des problèmes Covid dans nos hôpitaux. Eh bien, la DMS, regardez, elle est quand même basse. La DMS, elle est d'un peu plus de 2 jours pour la sleeve, un peu plus de 2 jours également pour le bypass. Puis il y a un chiffre qui nous intéresse et on va y revenir un petit peu ensuite, c'est le pourcentage d'ambulatoire. Il est encore extrêmement bas pour une chirurgie qui, dans certains cas, peut parfaitement être effectuée en ambulatoire. Je vais y revenir. Est-ce qu'on peut réduire encore les durées d'hospitalisation? Est-ce qu'on peut, notamment en appliquant les principes de la réhabilitation accélérée après chirurgie, espérer encore une réduction des durées d'hospitalisation? Eh bien oui, bon, ces principes, ils vous sont rappelés sur cette diapo. Je ne vais pas du tout revenir sur ces concepts qui commencent à être absolument clairs pour tout le monde, mais vous voyez qu'il y a là-dedans de l'analgésie, de la préparation pré-opératoire, de l'analgésie et une attention toute particulière au contrôle de certains paramètres péropératoires, notamment la température, le contrôle glycémique. Et puis en post-opératoire, c'est du remplissage vasculaire et de l'analgésie et de la mobilisation rapide des patients. Quand on fait ça, on a effectivement, sur cette méta-analyse récente, on arrive encore à réduire des durées de séjour, réduction des durées de séjour qui est la conséquence directe d'une réduction de l'incidence de complications, avec, vous voyez, quelque chose de significatif, sans avoir plus de réadmission de ces patients. Donc un bénéfice de la RAC qui est montré dans cette population et qui doit guider toutes nos prises en charge actuellement. Mais ce qu'il y a de très intéressant, et ça c'est un sujet qui va plaire à Laurent, c'est que quand on applique de la RAC, eh bien, on améliore, on augmente un petit peu la transition vers l'ambulatoire. Et vous le voyez dans ce travail où les durées de séjour étaient un petit peu supérieures à celles que l'on a actuellement en France, et pourtant c'est un travail récent. Eh bien, l'application des principes de la RAC va permettre une augmentation de l'ambulatoire, c'est-à-dire de ces patients qui sont pris en charge avec des séjours extrêmement courts. Et vous voyez qu'on passe de 1% à 15% dans cette étude. Donc c'est comme ça que petit à petit, on va arriver à réfléchir à la prise en charge ambulatoire où on a une certaine marge de progression, on l'a vu tout à l'heure sur les résultats. Alors, donc qu'en est-il de l'ambulatoire? Qu'en est-il de l'ambulatoire? C'est d'abord une sélection rigoureuse de ces patients-là et certainement pas l'ambulatoire pour tous les patients opérés de chirurgie bariatrique. Je vous ai pris là, vous voyez que c'est 2014, hein, j'ai fait exprès de prendre cette diapo, c'est l'équipe d'Amiens hein, qui travaille sur le parcours ambulatoire en chirurgie bariatrique depuis longtemps, vous le voyez, hein, presque 10 ans, avec des critères qui sont des critères assez stricts et dans lesquels il va y avoir l'âge, l'IMC, le score ASA et puis quelques critères, on va dire, environnementaux, notamment le fait de résider loin de la structure, d'avoir la possibilité de comprendre des consignes. Il y a quelque chose qui est très très important et dont on discute beaucoup sur la prise en charge ambulatoire chez les patients opérés de chirurgie bariatrique, mais finalement chez tous les patients obèses, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Vous savez que le syndrome d'apnée du sommeil n'est plus actuellement une contre-indication à la prise en charge ambulatoire si il est lui-même pris en charge, appareillé et traité correctement. Alors, mettre en place un parcours de chirurgie ambulatoire en chirurgie bariatrique, c'est une sélection
approprié des patients, c'est aussi une réflexion sur un parcours qui doit être un parcours parfaitement contrôlé, avec toutes les étapes, eh bien, des critères qui font que eh bien, vous pouvez avancer dans son parcours jusqu'à la sortie de l'établissement, mais avec une réflexion sur une alternative à chaque étape sur cette prise en charge ambulatoire. Alors, c'est quoi l'éligibilité pour l'ambulatoire? Je vous ai sélectionné quelques travaux. Vous voyez que on va entre 20 et 40% de patients en chirurgie bariatrique, hein, j'insiste bien là-dessus, qui seraient éligibles selon les critères de sélection locaux. Le dernier papier, c'est Paolo Massiti, c'est un papier qui vient de mon hôpital, hein, l'Institut Montsouris. On fait 40% de patients en ambulatoire, avec, vous le savez, les critères de sélection vont déterminer si l'ambulatoire est un succès ou pas. Donc ce succès, on peut le juger notamment sur l'hospitalisation non programmée, avec des chiffres d'hospitalisation non programmée ici qui sont de l'ordre de 5%, de 2 à 8% pour ces études. Donc, et quelles sont finalement, on parle de réadmission, on parle d'hospitalisation, quelles sont les problématiques qui restent à régler? Les problématiques qui restent à régler dans tous les travaux, on retrouve à peu près la même chose. Je vous cite ce travail qui est un travail récent, qui est issu des bases de données du PMSI, c'est un travail français. Vous voyez que la réadmission sur la chirurgie de l'obésité, la réadmission c'est 4,7%, ce qui n'est pas gigantesque, et dans le top 4 des causes, il y a la péritonique, l'écho-chirurgicale, mais il persiste la douleur et l'incidence de nausées, vomissements post-opératoires. Donc finalement, les causes qu'il va falloir travailler, et on a actuellement, Audrey vous en a parlé, Valéria et Sébastien avec les techniques d'ALR, on a des solutions à trouver à tous ces problèmes qui sont la douleur, l'incidence de nausées, vomissements post-op et la fatigue. Il y a pour tous ces critères des solutions à envisager en fonction de votre structure, en fonction de la façon dont vous travaillez, en fonction de vos habitudes également. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin que ce que je vous ai montré là, et on va terminer par ça. Pour aller plus loin, comment on peut aborder le problème? Ça, c'est un travail qui s'est intéressé à l'incidence de complications post-opératoires en chirurgie bariatrique, et qui montre très clairement que les facteurs qui sont associés à une réduction très significative de l'incidence de complications, c'est l'expérience. L'expérience chirurgicale, certes, mais l'expérience anesthésique, et c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle dans ce ISFAR cette année. Vous voyez que c'est très clairement quelque chose qui va compter. Alors peut-être l'avenir, c'est des petits centres hyper spécialisés, comme ça se fait aux États-Unis, où vous voyez que sur cette série, sur un centre de l'obésité, sur cette série de plus de 3000 patients, l'incidence de complications opératoire, c'est pratiquement zéro. Incidence de complications post-op 2,5, réadmission 0,6%, donc des chiffres qui sont excellents. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est puisqu'ils opèrent des patients qui sont des patients plus légers. Eh ben c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils opèrent des patients, vous voyez, avec le BMI moyen est à 42, mais avec une expertise qui est illustrée en plus par des durées opératoires qui sont relativement basses. Donc ça fonctionne, ça marche bien, ces centres hyper spécialisés, qui ne sont pas forcément des centres spécifiques, mais qui sont des centres spécialisés dans cette chirurgie et qui permettent d'avoir d'excellents résultats. Et puis après, il y a la mise en place d'éléments pour surveiller le patient une fois qu'il est revenu à domicile. Alors,
c'est une équipe française, c'est un papier récent et c'est une modalité de surveillance qui est très simple. Ils demandaient aux patients de remplir un petit questionnaire informatique tous les jours de chez eux et ils avaient décidé, fixé, vous le voyez ici, 5 critères, la douleur, l'inconfort abdominal, des signes cliniques, notamment la fièvre, le degré d'hydratation et des signes biologiques. Et les patients devaient renseigner sur cette plateforme informatique tous les jours. Ils avaient fixé des seuils d'alerte. Et bien avec ça, ils ont dépisté 100% des complications survenant à domicile chez ces patients-là. Alors on peut aller beaucoup plus loin. Ça, c'est l'équipe, c'est ce que met en place l'équipe de Nîmes avec Philippe Cuvillon, c'est-à-dire des méthodes de monitorage à domicile qui sont assez sophistiquées à ce moment-là et qui permettent vraiment une surveillance rapprochée des patients. Et c'est peut-être ça qu'il faut dans certains centres pour rassurer nos collègues chirurgiens et puis les patients également et pouvoir promouvoir le développement de l'ambulatoire. Donc les points clés, c'est des parcours qui doivent être formalisés, d'appliquer des recommandations RAC, et ça on peut le faire dans tous les hôpitaux, même si on n'envisage pas de faire de l'ambulatoire. L'ambulatoire, ça reste parfaitement faisable dans une population très ciblée, dans des centres qui ont une expertise et avec des critères organisationnels stricts. Il faut faire de la gestion des risques et surtout, faut évaluer les pratiques dans ce domaine-là et avoir une traçabilité parfaite de la prise en charge de ces patients. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Marc. Je pense que un élément important, c'est, tu l'as bien dit, mais je pense que c'est important d'insister, l'importance d'avoir une réflexion sur les parcours. Avec les moyens dont on dispose, évidemment, on a vu qu'à la fin, on a fini avec des choses extrêmement poussées et extrêmement pointues, mais l'optimisation des parcours, elle doit être faite à toutes les étapes, et c'est ça qui est important et fondamental. L'ambulatoire, c'est une conséquence. Ça ne doit pas être un objectif, et ça, je pense que c'est important de le rappeler, c'est la conséquence d'un parcours qu'on va optimiser, améliorer, puis d'un pourcentage de cas qui va être variable en fonction des moyens dont on dispose, on va pouvoir aller vers l'ambulatoire pour de plus en plus de patients, en sachant bien sûr que ça ne sera jamais 100%. Donc ça, je pense que c'est vraiment important, et normalement, tous les parcours doivent être des parcours RAC. Dès l'instant qu'un patient rentre dans une procédure chirurgicale, il doit avoir une réflexion sur l'ensemble du parcours pour l'optimiser, quelle que soit la chirurgie, quel que soit le patient. Et ça, je pense qu'on a une étude qu'on a terminée il n'y a pas très longtemps avec Frédéric Bizard sur Économistes de la santé, et on a montré qu'en France, si on prend l'ensemble des chirurgies pour lesquelles on a le plus souvent de la RAC, eh bien, on est au mieux à 30% de parcours RAC, alors qu'on devrait être vraiment à... Alors, je crois qu'on me dit qu'on a dépassé. On a encore l'antenne ou plus du tout ? Alors, juste pour conclure, je voulais remercier déjà les 4 orateurs, parce que c'était vraiment excellent, puis ça s'est bien enchaîné, et finir par le parcours, c'était vraiment très bien. Remercier parce que j'ai bien aimé vos approches sur les tableaux en fonction du poids, et je pense que c'est quelque chose qui va être très pratique et très utile. L'anticipation de la douleur, le multimodal, et puis la place des anti-inflammatoires qu'on a peut-être tendance à rejeter un peu de côté, alors peut-être contraints et forcés par nos chirurgiens, mais je pense qu'il faut les remettre au centre. L'échographie en ALR, je crois que voilà, point. Et puis encore une fois, pour terminer, la réflexion sur les parcours qui doit être effectivement adaptée en fonction des moyens dont on dispose, mais qu'on doit avoir, on se met autour de la table, c'est ça la RAC, c'est mettre autour de la table et optimiser ses parcours. Voilà. Merci encore une fois à tous les 3 et tous les 4, parce que Audrey, je suis désolé. Et puis à l'année prochaine. Au revoir à tous.